Depuis 15 ans, je la soigne, je la change, je la lave, je l'habille. J'assure plusieurs fois par jour sa toilette intime. Une expression bien neutre pour qualifier un acte que je n'aurais jamais imaginé faire lorsque, il y a 54 ans, ma tête hurlante et sanguinolente débouchait de cette même intimité pour son premier contact avec l'air libre. Dans ces moments-là, ma mère prend ma main. Elle sourit tristement. Nous sommes tous les deux gênés et en même temps heureux. Curieux sentiment. En dehors des personnels soignants qui se succèdent à son chevet durant la semaine, je suis le seul dont elle accepte cette toilette. Sans doute humiliante, mais dont elle sait la nécessité. Je me souviens de la première fois où j'ai dû m'en occuper. Son aide-soignante ne pouvait pas venir, elle avait eu un accident et elle pouvait se faire remplacer, mais seulement à partir du lendemain. J'ai vu la détresse sur le visage de ma mère. Elle m'a demandé de lui faire une petite toilette, en attendant, juste avec un gant pour laver son visage, son cou, ses bras. Mais je savais ce qui lui en coûtait de ne pas se laver entièrement comme elle en avait l'habitude depuis toujours. Alors je l'ai regardée et je lui ai dit que j'allais m'en occuper. Elle n'a rien dit. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a rien dit. Délicatement, alors je l'ai soulevée sur son matelas et je l'ai lavée. Mes mains tremblaient. Était-ce soudaine la conscience de la grande fragilité de ma mère qui s'en remettait entièrement à moi pour des gestes si intimes? Était-ce de la sentir gênée, vulnérable? Nous n'avons pas parlé. Nous avons partagé ce moment d'émotion où nous nous sommes réfugiés dans notre humanité, l'un portant assistance à l'autre sans que les barrières des conventions n'y trouvent à redire. Situation d'une certaine façon libératrice pour elle. Oui, elle pouvait s'en remettre au sien pour tout. Elle qui ne voulait jamais rien demander. Les siens, c'était moi, car aucun de mes frères, je crois, n'aurait accepté de réaliser une telle tâche. Chacun fait ce qu'il peut. L'humilité et la crainte de déranger ont été les deux guides spirituels de ma mère. Jamais et pour rien au monde, elle n'aurait osé demander à quelqu'un de son temps ou de son attention. Elle essayait toujours de se sortir seule de n'importe quelle situation, par peur de déranger, disait-elle. Mais je crois qu'au fond, elle avait également une autre peur, moins visible, moins dissible, mais tout aussi profonde. Montrer sa vulnérabilité. Car pour ma mère, demander de l'aide, c'était avouer ses limites, sa fragilité. Un jour, alors que je m'étonnais qu'elle ait mémorisé très rapidement toutes les lignes de bus et de métro de la ville où elle venait de trouver de nouvelles clientes pour ses ménages, elle m'a, les yeux baissés et en triturant sa couverture de laine, raconté un incident resté gravé en elle au fer rouge. C'était un matin d'hiver, je n'étais même pas encore née. Elle était, comme chaque jour, sortie de la maison très tôt, après avoir laissé la théière sur le réchaud pour mon père et mes grands frères, et le pain, tout chaud, sur la table, pour se rendre dans une société où elle faisait le ménage. Contrariée par une dispute la veille avec mon père, elle s'était trompée de bus et s'était retrouvée dans un quartier périphérique inconnu. Perdue et inquiète d'arriver en retard, elle avait arrêté un monsieur, engoncé dans son manteau et marchant d'un pas pressé, pour lui demander comment retrouver le bon chemin pour arriver à son travail. Entendant l'accent de ma mère
et ses phrases construites péniblement, le monsieur s'était retourné pour la sermonner, sans ménagement, en lui disant qu'à son âge, il était temps qu'elle apprenne à lire et à trouver son chemin comme une grande. J'ai pas compris tout ce qu'il a dit, mais le ton de sa voix, la méchanceté dans ses yeux était de toute façon pire que ses mots. M'a soufflé ma mère dans un long soupir en évoquant ce souvenir. Et ce jour-là, elle s'était juré que jamais plus elle ne demanderait quoi que ce soit à qui que ce soit, et qu'elle apprendrait à se débrouiller seule, où qu'elle aille. Je lui ai tendrement expliqué que mes frères ou moi, nous n'étions pas qui que ce soit. Elle a juste souri en portant la main à son cœur. Elle nous a beaucoup donné, mais n'aurait jamais osé nous solliciter. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien au fond de la salle. Bienvenue à la Maison de la Francité, c'est votre maison. Alors on va faire comme à la maison. On va d'abord essayer d'apprivoiser ces petites machines que l'on appelle les téléphones portables. Tenez le premier, ou en tout cas mettez-le sur silencieux. Si vous en avez un second, bien, maîtrisez-le aussi. Et si vous avez un troisième, etc. À la voix, c'était Noémie Dujardin, et le luthiste, c'est, et ce sera encore tout à l'heure, avec vous et pour vous, Adil Ben Hataïd. Un torrent d'applaudissements pour eux. Ce soir, c'est une soirée spéciale Rachid Benzine, puisque même la petite mise en scène, il est passé par là, puisque c'est la première fois que ces textes sont lus avec cet accompagnement musical, et ça se passe ici, à la Maison de la Francité. Rachid Benzine, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien et très ému. Eh bien, on va passer alors une soirée entre raison et émotion. Merci. Et peut-être d'abord faire connaissance, parce que peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement l'itinéraire très singulier d'un grand millefeuille d'1,97 m, comme on dit en Belgique. Et ce grand millefeuille d'1,97 m, comme dans toutes les belles histoires, il était une fois un petit garçon à Kénitra, sur la côte atlantique. Alors Kénitra, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est ? Kénitra, c'est une ville marocaine qu'on appelait sous le protectorat Port-Lyautey. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 7 ans. Et j'ai des souvenirs très importants, c'est-à-dire que les souvenirs d'enfance, la langue que vous entendez, l'école, vos amis, vous marquent à jamais. Donc, et ensuite, il y a la question de l'exil, de l'enfance en devenant adulte dans cette ville où j'ai atterri à l'âge de 7 ans en 1978. Et où on grandit, où on garde des souvenirs. Cette ville, c'est Trappes. Cette ville, c'est Trappes, voilà. Alors Trappes, pour ceux qui ne connaissent pas Trappes... Trappes, c'est une ville de 32 000 habitants qui est traversée par la nationale. Et en tout cas, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi. C'est la ville de Jamel Debbouze, d'Omar Sy, de Nicolas Anelka et de tant d'autres. Il y a des stars, mais aussi des têtes de cailloux. Oui, on a eu 78 jeunes qui sont partis rejoindre Daesh aussi. Voilà, donc... Alors, Rachid, sur la scène, on connaît ton pédigré, comme l'on dit, enseignant, comme ton papa, qui était prof d'arabe à Kénitra, n'est-ce pas ? Absolument, j'ai un père qui avait ouvert une école dans un bidonville de Kénitra, où il apprenait justement la lecture, la langue arabe et le Coran. Et c'est assez marrant, quand on grandit, de faire un retour réflexif
sur sa propre existence et de voir que finalement, on échappe rarement à sa propre famille ou à l'itinéraire d'un des parents. Et c'est ces derniers temps que je me suis dit, mais finalement, ce goût de la transmission, ce goût de l'enseignement, ce goût que j'ai de travailler sur l'islam, plus particulièrement sur le Coran, ça vient de très très loin. Alors, politologue, enseignant, islamologue aussi, et puis tu fais un pas un peu singulier. C'est vrai que dans le monde des intellectuels, tu as fait ton trou, comme on dit, connu et reconnu, et puis progressivement, dans un pays qui met la littérature là, tu franchis le pas pour écrire un premier roman. Tu deviens écrivain, alors qu'auparavant, tu étais plutôt écrivain. En fait, j'avais depuis très longtemps envie de parcourir d'autres sujets, d'autres thématiques que l'approche de l'islam ou l'approche du Coran. Donc j'avais accumulé un certain nombre d'outils et de par le parcours que j'ai eu, c'est-à-dire un parcours d'implication très sociale, je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver un autre langage que le langage conceptuel. Et j'ai eu en tout cas cette envie, ce risque, à partir d'un travail que j'ai mené pendant 1 an et demi dans les prisons en France, à la rencontre des jeunes djihadistes, donc, et le discours de Daesh. Pourquoi ce discours fait sens chez un certain nombre de jeunes? Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui étaient brillants intellectuellement, qui avaient fait de longues études et qui avaient adhéré à cette idéologie. Suite à ça, il y a eu à la fois le travail universitaire et cette pièce de théâtre qui s'appelle Lettre à Nour, qui a été traduite dans plusieurs pays. Et c'est là où on découvre la force de la fiction, ce que j'appelle une rhétorique du sensible au service du sens. Et cela permet, en tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise de travailler à la fois le concept et en même temps d'aller sur le terrain du sensible. Et de l'émotion, puisque, en tout cas, ton bouquin, dont on va longuement parler de ce soir, on en a eu, parle ouais. aussi de ça, de l'émotion. Absolument, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas simplement un être rationnel, c'est aussi un être sensible qui travaille par l'émotion, qui travaille par l'instinct. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, à partir du moment où j'ai étudié une question d'un point de vue conceptuel, comment, en allant sur ce langage-là, de l'émotion, du sensible, du récit, de l'imaginaire, de l'imagination, comment, je dirais, partager un monde commun. C'est ça qui est très intéressant dans la littérature, c'est qu'elle permet de bouleverser les imaginaires de telle sorte que chacun peut s'identifier à l'histoire. Lettre à Nour, ça reste une histoire d'amour entre un père et sa fille, sous fond de tragique. Ici, c'est un homme de 54 ans, je l'ai situé en Belgique, donc c'est pas autobiographique, comme ça au moins c'est clair. Et c'est un homme qui a 54 ans, professeur de littérature de l'université de Louvain, qui s'occupe de sa mère qui a 93, voilà, pour les Belges, 93 ans. Et d'un seul coup, il prend soin de sa mère et il dit à un moment, « Je n'ai jamais compris le parcours migratoire de mes parents. Nous avons vécu ensemble, mais jamais en même temps. » Et d'un seul coup, en s'occupant de sa mère, en prenant soin, je dirais, de sa mère, il permet, à travers le récit, à travers la narration, de restaurer cette invisibilité sociale de sa mère. Il ne connaît pas sa mère. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on découvre nos parents véritablement, on aura l'occasion d'en parler, quand ils deviennent vieux. Alors justement, Rachid, cette fiction se situe à quelques centaines de mètres d'ici, puisque pas loin d'ici, il y a une commune qui s'appelle Schaerbeek, comme dit ma maman, elle n'a jamais réussi à le prononcer autrement. À Schaerbeek, donc, ce professeur de lettres, un savant, va lire, relire, un peu comme Scheherazade, longuement ce texte. C'est une longue et belle lettre d'amour, c'est une lettre de gratitude. Mais alors, pourquoi est-ce que ce professeur de 54 ans attend d'avoir 54 ans pour dire à sa maman « merci » ? Parce que je pense qu'il faut du temps pour mesurer la valeur des choses. Il faut aussi de la distance. Il faut cette autonomie, cette émancipation qui nécessite aussi la question du lien. Et là où tu as raison, pour moi c'est un texte sur la gratitude, sur la reconnaissance. Et la gratitude comme forme de reconnaissance, c'est-à-dire comment on dit merci aux gens qui nous ont portés, comment on prend soin des gens qui nous ont portés. Et
quand est-ce qu'il va découvrir sa mère? En fait, il ne connaît pas sa mère. Et il découvre sa mère lorsque celle-ci tombe malade et qu'il doit s'en occuper. Et d'un seul coup, il redécouvre sa mère à travers le récit qu'il en fait. Et en même temps, les voisins lui disent, voilà, ta mère a fait ceci. Ta mère a fait cela. Et d'un seul coup, ça veut dire que l'identité de quelqu'un, en vérité, elle est toujours inachevée et qu'il y a d'autres moyens, je dirais, de le dire. Et c'est quelqu'un qui raconte le récit de cette maman qui n'a jamais fait de ses souffrances une identité comme on le voit aujourd'hui malheureusement, où nous avons beaucoup de groupes qui ne se définissent uniquement qu'à partir de leur souffrance. Et on a une espèce de compétition victimaire. Et elle n'a jamais raconté ses chagrins, ou de manière très très rare. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Marcel Pagnol, qui est dans le texte et qui représente bien la première génération de migrants. Et la citation de Pagnol est la suivante, il dit « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Et en tout cas, pour moi, cette phrase-là résume bien cette première génération qui a été invisible, qui n'a pas pu parler, parce qu'elle ne maîtrisait pas la langue, parce qu'elle était à la fois dans un exil extérieur et en même temps dans un exil intérieur, le fait de ne pas maîtriser la langue, et des gamins qui accèdent à l'instruction, qui accèdent à l'école, et comme le dit le narrateur, l'école inclut autant qu'elle exclut, et les parents étrangers sont les premières victimes. Et cette injonction à la fois de réussite, de réussir en termes d'émancipation, d'accès à d'autres catégories sociales, fait que dès que vous franchissez le seuil de l'école, en fait, vous devenez déjà un peu traître à votre propre famille qui, elle, n'a pas eu accès à cette instruction-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Et il faut avoir du recul pour essayer de voir comment des parents qui ne maîtrisaient pas la langue, la violence de ne pas maîtriser une langue. Il suffit par exemple d'aller dans un pays où vous ne maîtrisez pas du tout la langue, et là vous êtes d'un seul coup handicapé, vous devenez vulnérable, et la vulnérabilité, ce sont des capacités qui sont empêchées. Alors on va faire connaissance avec cette maman qui est, malgré les malgrés, comme on dit, elle a plutôt connu les épines que les roses, et pourtant elle parle plutôt des roses à travers toute son histoire. C'est un formidable diffuseur d'optimisme, et finalement c'est un bouquin d'optimisme malgré les malgrés. Alors c'est quoi le secret pour résister au pessimisme et tenir et se tenir, parce que c'est aussi un roman sur la dignité. En tout cas, il y a cette citation de Spinoza qui dit que c'est la joie du oui dans la tristesse du fini. C'est-à-dire que les difficultés sont là, mais c'est une attestation, c'est un oui à l'existence. On entre dans l'existence par le courage, on entre dans l'existence par le oui à ce qui nous est donné. La question, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ce oui et comment chacun va essayer de trouver son propre chemin. Et elle, son mari meurt très tôt. Elle doit s'occuper de ses 5 enfants, elle fait du ménage, il y a cette idée de la dignité, et elle va se rapproprier un pays grâce à la chanson populaire, notamment Sacha Distel. Tous les samedis soirs, elle est devant les émissions de variété et elle connaît les chansons par cœur, Dalida, Charles Aznavour, Sacha Distel, Sardou. Et pour elle, ces chansons-là ont une haute portée morale et philosophique. Et chaque soir, cette femme qui est analphabète, elle connaît un texte qu'elle a appris par cœur, à force de l'avoir entendu dans une cassette. Elle a usé complètement la cassette audio. C'est Peau de chagrin de Balzac, le seul texte qu'elle connaît par cœur. Et gare au fils si parfois il saute certains passages trop vite. Elle lui rappelle. Notamment quand lui fait un surcroît de pudeur. Absolument, c'est-à-dire qu'il n'imagine pas que sa mère ait été une femme et qu'elle ait pu avoir des désirs. Donc pour lui, c'est impensable. Et quand je vous conseille vraiment de lire Peau de chagrin, il y a des choses très intéressantes sur notamment il y a des orgies de Raphaël de Valentin qui sont racontées. Et d'un seul coup, le fils prend conscience de ça et dit non, je pensais que ma mère ne comprenait rien à ces images érotiques. Et d'un seul coup, pour lui, c'est impensable. C'est-à-dire que comme il fait la toilette de sa mère, pour lui, c'était impensable de le faire.
mais par la nécessité, le geste d'amour et la vulnérabilité, il est obligé de prendre en charge cela. Il découvre que sa mère a un corps. De même, il découvre qu'en fait, que sa mère n'est pas simplement une mère, qu'elle a été une mère, qu'elle a été une femme, et qu'elle a eu aussi des désirs. Et pour lui, parler de sexualité ou de la sexualité de sa mère, c'est une espèce de tabou. Donc c'est entre le tabou et la pudeur. Il a slalomé entre le hchouma et le halal. Oui, absolument. C'est des névroses assez communes et qui se transmettent. Tu dis aussi, finalement, on découvre aussi dans cette histoire qui est finalement une histoire universelle, puisqu'à travers elle, c'est l'histoire de générations d'hommes et de femmes. C'est aussi le prix de l'exil. Qu'est-ce que l'on découvre sur ce prix à payer que tu appelles aussi l'exil de l'intérieur? C'est un prix qui est très difficile dans la mesure où la première génération a fait cet exil extérieur en venant des pays d'origine. Là, c'est une berbère qui vient du village ou de la ville de Zagora, donc dans le sud du Maroc. Berbère, donc, qui est déjà disqualifiée par rapport à la langue arabe. Et ensuite, il y a une autre disqualification dans le fait de, quand on arrive dans un pays d'accueil, de ne pas maîtriser l'imaginaire, la culture, la langue. Et donc, ça vous amène à être dans un espèce de silence qui est quand même assez incroyable, avec parfois la difficulté pour les parents de perdre leurs enfants. Puisque justement, la barrière de la langue s'installe de plus en plus et essayer de partager quelque chose devient de plus en plus difficile. Et cette mère-là a le génie de rejoindre son fils sur le terrain de la littérature. Alors, on va revenir sur ce terrain-là, mais avant d'aller sur le terrain de ce pont extraordinaire qu'ils tissent entre eux, peut-être nous expliquer aussi ces extraordinaires moments dans le métro où il ne sait ni lire ni écrire, et aussi à la poste, qui sont quand même de grands moments à la fois cocasses et tristes. Absolument, c'est la question des humiliations, c'est-à-dire que dans le récit, à un moment, elle doit aller chercher un colis, les enfants lui ont dit, il suffit simplement que tu présentes ta carte, on va te donner le colis, donc elle fait l'accueil, elle arrive devant l'employé lui donne quelque chose à remplir, et d'un seul coup, elle ne sait pas quoi faire avec ce texte-là, et les gens la pressent derrière en lui disant, alors tu sais lire ou tu ne sais pas écrire, et devant, on lui dit, dépêchez-vous madame, et d'un seul coup, le fils, le narrateur, voit sa mère avoir, voit des larmes couler sur les joues de sa mère, et d'un seul coup, elle lève la tête et elle repart. Et il dit, on ne saura jamais ce qu'il y avait dans ce colis. Et ça, c'est des éléments qui marquent une partie de la jeunesse sur la question des humiliations. Moi qui ai beaucoup travaillé sur la question des humiliations, la question des humiliations prépare toujours les violences de demain. Et ça, c'est pour ça qu'il faut être capable de raconter cette histoire, le récit, parce le récit permet la reconnaissance permet l'appartenance, et l'appartenance permet la participation. Et que tant qu'on n'a pas raconté l'histoire de ses parents, on aura beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont en train d'évoluer avec un silence familial, une narration familiale qui n'a pas été faite, et des pays qui n'ont pas suffisamment pris, en compte cette histoire-là. Donc il n'y a pas eu cette politique de la reconnaissance. Et ce double silence se traduit chez beaucoup de jeunes, je l'ai vu au niveau de Daesh, etc. Ce double silence se traduit par de la colère. Et cette colère va être alimentée par une quête d'une souffrance par procuration. D'où l'idée du ressentiment. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur cette politique de la reconnaissance, comment faire pour que chaque individu soit reconnu dans ce qu'il est capable de dire, dans ce qu'il est capable de faire, et aussi dans cette capacité à s'imputer la responsabilité de son dire et de son faire. Et ça, c'est une question de dignité. Alors on va revenir sur cette question importante, parce que tu as beaucoup contribué à qu'est-ce que c'est que reconnaître l'autre, pourquoi c'est important, ce carburant dans la construction, la nécessité de l'identité. Mais juste un mot sur ce terme un peu singulier qui nous concerne peut-être, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, un jeune homme qui va à l'école, et puis une maman qui le voit aller à l'école. L'école, ça transforme. L'école, ça construit d'autres valeurs. Et puis à un moment donné, on s'éloigne. Et puis à un moment donné, on se sépare. Et en même temps, dans la séparation, il y a ce que l'on a laissé dans le passé, puis la liberté. La liberté, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Et
paradoxalement, parce que c'est un rapport paradoxal à l'école, l'école, elle éloigne, et en même temps, c'est une source d'espoir, mais aussi de peur pour les parents, n'est-ce pas, dans ce cas-ci? Absolument, c'est-à-dire que l'école éloigne, dans la mesure où elle vous donne une instruction et une langue que vos parents ne possèdent pas. Donc elle vous éloigne des vôtres, c'est-à-dire elle vous prend en charge, elle vous donne d'autres valeurs, elle vous donne une autre éducation, et automatiquement, lorsque vous ne maîtrisez pas l'imaginaire de vos parents, lorsque vous ne maîtrisez pas la langue de vos parents, la question d'imaginaire, elle est fondamentale, lorsque vos propres parents ne peuvent pas vous rejoindre là où vous êtes, c'est le problème de beaucoup de gens, de ce qu'on appelle, d'un point de vue de la sociologie, des transfuges de classe. C'est-à-dire, et ça vous l'avez, c'est pas simplement lié au contexte de l'immigration, lorsque vous avez eu des paysans ou des ouvriers dont les enfants ont fait de longues études. Et on voit bien que c'est ce que dit le narrateur, et pour lui parfois il a l'impression que l'école l'a tellement éloigné des siens que la différence entre lui et ses parents et ses frères devient véritablement insurmontable. Et donc il y a, de par je dirais, l'accès au savoir, l'accès à d'autres catégories sociales, il y a aussi parfois une forme de violence, et parfois les gens qui accèdent développent aussi une forme de mépris vis-à-vis de ce qu'ils ont quitté. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile et que moi j'entends, que moi j'ai eu l'occasion, je dirais, de voir. C'est quelque chose qui n'est jamais facile. Lorsque votre enfant accède aux mêmes catégories sociales dans une espèce de reproduction au sens de l'hérédité chez le sociologue Bourdieu, ça va quelque chose. Mais lorsqu'il y a ce gap qui devient très très difficile, c'est quelque chose qui est très difficile à surmonter dans la mesure où c'est ce qu'il dit à un moment. C'est-à-dire que ce gamin-là, cette mère demandait, lorsqu'elle était convoquée par les professeurs, elle demandait à une des voisines de lui apprendre une phrase qu'elle apprenait par cœur la veille. C'est « Ne vous inquiétez pas, cher professeur, je serai là, je vais veiller sur eux. » Vous voyez, donc elle apprend ça. Et dès qu'elle ouvre la bouche, le gamin a honte de sa mère par l'accent. Et il dit comment nous pouvions nous intégrer lorsque ma mère était déjà disqualifiée. Vous voyez, donc il y a des blessures comme ça que l'on transporte avec soi et dont il faut être au clair. Et maintenant qu'il s'occupe de sa mère, qui appartient à la culture orale, ça aussi qui a été complètement disqualifié par la culture écrite, il découvre la richesse de sa mère et il dit qu'il a honte d'avoir eu honte. La honte de la honte et aussi peut-être le sentiment de trahison, non? Absolument, c'est-à-dire que il a ce sentiment d'avoir trahi les siens parce que les transfuges de classe vous mettent toujours dans un rapport très 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 difficile et surtout lorsque vous accédez à un savoir, vous allez partir en termes de mobilité, etc. Vous vous éloignez, c'est-à-dire des êtres qui vous ont porté, ce qui est une bonne chose, parce que ce que l'on espère, c'est que nos enfants soient toujours mieux que nous, l'idée de l'émancipation. Mais l'idée de l'émancipation ne peut pas s'articuler sans les attachements. L'idée de l'émancipation ne peut pas s'articuler sans l'idée de développer du lien. Et je crois que la question de la vieillesse, la question de comment prendre soin des gens qui ont pris soin de nous, à ce moment-là, c'est quelque chose qui dit de notre humanité et qui permet de retracer tout le parcours migratoire, je dirais, de ces parents qui, pour moi, n'ont pas été suffisamment reconnus. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment donné place à toute cette génération-là qui a encore des choses à dire. Hier, j'étais à Molenbeek, devant des femmes qui sont dans des classes pour apprendre le français. Et d'un seul coup, je me retrouvais comme le narrateur en train de raconter, d'un point de vue de l'oralité, je passais de la langue arabe au français pour tenter d'essayer de faire saisir l'importance, je dirais, de la transmission. Et que ces femmes, ce qu'elles me disaient, c'est la question de l'éducation. C'est comment on fait avec des jeunes qui parfois peuvent devenir violents. Comment on fait dans une société où on a l'impression de perdre nos enfants? Comment on fait lorsque vous avez vos enfants qui disent « mais toi tu ne comprends rien ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles qui, en grandissant, maîtrisant la langue française, disaient à leurs parents « mais vous ne comprenez rien ». C'est une espèce de disqualification. Et donc ces disqualifications sont autant de violences dont il faut être conscient. Et c'est pour ça que
Je trouve que tant que ces parents-là sont encore vivants, il faut être capable justement de raconter ces histoires individuelles, ces parcours individuels. Et c'est là où la gratitude vient, c'est que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus grâce à eux. Et donc, il faut être capable de gratitude, il faut être capable de reconnaissance. Et je crois que c'est maintenant, parce que la question de la vieillesse, c'est le moment où on va se poser la question de la mort, c'est aussi le moment où on va se poser la question du corps, c'est aussi le moment où on va se poser, je dirais, la question de où est-ce qu'on souhaite être enterré, et que face à cela, nous ferons tous l'expérience, un jour, de devenir orphelins. Tous. Et donc la question, c'est comment on va gérer cela. La gratitude, c'est la mère des vertus, c'est ce que dit Sioran. On reviendra juste après, à nouveau, un moment d'émotion et de lecture et de musique, pour une deuxième partie d'entretien. Et puis rassurez-vous, après cette deuxième partie d'entretien, nous aurons un débat avec la salle. À tout de suite. Les enfants, on leur doit tout, Madame Blondel. Et eux, ils nous doivent rien. Ils n'ont pas demandé à naître. Moi, je dis qu'un gamin, c'est 9 mois dans le ventre, 3 ans dans les bras et toute sa vie sur le dos. Être reconnaissant à ses parents, ça vaut pour les siens. Mais quand on est soi-même parent, ce qu'on peut faire de mieux pour ses enfants, c'est que jamais ils pensent qu'ils vous doivent quelque chose. Qu'ils soient libres. Rétrospectivement, je me demande comment ma mère a pu arriver à une telle conclusion. Elle aurait donné tout ce qu'elle possédait pour soutenir ses parents et ceux de mon père. Mais ils étaient morts avant même que je naisse. Cette liberté réelle qu'elle nous a toujours accordée, je ne sais pas d'où lui venait cette idée si moderne. L'une des grandes scènes de théâtre de la vie de ma mère a été l'école, dont elle s'enorgueillissait que ses 5 fils y réussissent brillamment. Du moins le croyait-elle. Parfois, inquiète d'une convocation impromptue d'un enseignant, ma mère nous obligeait à lui apprendre une phrase qu'elle tenait absolument à lui dire et qu'elle répétait toute la nuit avant de le rencontrer. Le lendemain, lorsque son accent malmenait un « Vous avez raison, monsieur le professeur, vous pouvez compter sur moi », dont elle usait sans modération lorsqu'elle sentait que c'était à elle de parler, nous baissions la tête, en rougissant de honte. Honte de n'être que des étrangers, pauvres de notre culture dont nous ignorions alors toute la richesse, et conscients que notre mère était disqualifiée avant même qu'elle ne pénètre dans la salle de classe. Par sa parole, par sa présence, notre mère, malgré elle, nous renvoyait à nos origines étrangères, à notre autre langue et à notre autre culture, dont nous ne savions alors que peu de choses, mais que pourtant, elle incarnait. Je ne comprenais pas comment nous aurions pu arriver à nous intégrer quand ma mère était disqualifiée d'emblée par sa seule façon de parler ou d'être face à ses professeurs pour qui elle avait la plus grande déférence. J'ai honte aujourd'hui d'avoir eu honte à l'époque de l'entendre parler devant mes profs. La culture scolaire exclut autant qu'elle intègre. Et les parents étrangers en sont les premières victimes. Ce n'est que bien plus tard que nous avons été reconnaissants à ma mère pour le courage dont elle faisait preuve en ces moments pour nous soutenir et essayer de faire bonne figure, par amour pour nous, dans ce monde dont elle ignorait tous les codes. Je m'occupe, certes, de ma mère. On me loue souvent pour ça.
Mais me suis-je jamais vraiment intéressée à elle? Je veille à ce qu'elle ne manque de rien, par devoir. Je l'aime, sincèrement. Mais la fracture culturelle que l'école a établie entre mes frères et elle, d'un côté, et moi, de l'autre, me semble définitivement insurmontable. Les transfuges de classe ont toujours le cul entre deux chaises. Ce n'est pas la position physique qui fait mal, mais la douleur muette qui vous donne ce sentiment ineffaçable d'être un traître à vos propres familles. À celles et ceux qui vous sont le plus chers et qu'inconsciemment et patiemment vous avez appris à mépriser. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué de valoriser ma mère. Mais il aurait fallu que j'aie conscience plutôt de toute sa richesse. Quand on est gosse, on aime sa mère. Et la voir se ruiner la santé pour gagner de quoi vous faire manger, vous vêtir, vous loger et vous distraire, ne vous émeut pas plus que ça? Ce n'est pas tant que passer un coup de balai ou faire la vaisselle vous apparaissent comme déplacé. C'est juste que ça ne vous vient même pas à l'esprit. Comme si une mère n'était faite que pour servir les siens, quitte à s'user jusqu'à la corde. Quant à s'intéresser à ce qu'elle pense, ce qu'elle aime, ce dont elle rêve, ne parlons même pas d'imaginer sa mère ayant du désir. C'est un tabou total. Pensez qu'elle aurait eu le moindre plaisir à faire un enfant avec votre père? Impensable. Au sens premier du terme. Le cerveau s'y refuse, les images ne viennent pas plus que les paroles, les émotions, les respirations courtes, la transpiration, les sécrétions, la jouissance. Impensable. Définitivement impensable. Pourtant, elle a dû être femme, ma mère. Pas seulement maman. Pas seulement épouse passive, victime d'un devoir conjugal. Une femme. Au fond, ces non-dits, maman, pourraient bien expliquer ton attachement à la peau de chagrin. Balzac ne fait pas dans la demi-mesure. Je me suis toujours enorgueillie de t'avoir fait aimer un peu la littérature. Le thème central en est quand même le conflit entre longévité et désir. Je savais tout ça. Mais à force d'en discuter avec toi sur le mode « je fais simple, sinon elle ne va pas comprendre », c'est peut-être bien moi qui n'ai finalement pas compris le fondement de ton intérêt pour ce texte. Je pensais que c'était sa dimension conte orientale à la façon des 1001 nuits. Mais attends. Que me reviennent en mémoire certains échanges. Certains de nos échanges. Je me souviens, c'était il y a 12 ans. Tu avais déjà 81 ans. Comment aurais-je pu y voir manœuvre de ta part? J'ai rougi longtemps à la lecture des scènes de débauche. Je les sautais à la lecture, mais tu m'en faisais le reproche. En les lisant, parce que tu ne t'indignais pas, je me suis rapidement persuadée que tu ne les comprenais pas vraiment et les situais dans un autre contexte. Quel imbécile j'étais! J'aurais dû le relire consciencieusement, ce livre, avant de te le faire écouter en cassette. Ce désir destructeur, ça ne pouvait pas te parler. Cette peau de chagrin qui raccourcit la vie de celui dont elle exauce les désirs, quels qu'ils soient. Je pensais que tout cela te passait largement au-dessus de la tête. Je t'en avais fait une analyse docte
et prude, t'expliquant que les hommes ont le tort de s'engager sur deux chemins qui les ruinent, les épuisent et les mènent à la mort. Le vouloir et le pouvoir. J'avais mis en avant le fait que l'humain équilibré s'attachait entre ces deux écueils à une sagesse fondée sur le savoir. Balzac l'écrit. La pensée est la clé de tous les trésors. Il fait même dire au vieil antiquaire « Et qu'est-ce que la folie, sinon l'excès d'un vouloir ou d'un pouvoir ?» Nous voilà de retour pour cette deuxième partie. Rachid, on est à Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, paraît-il, et la Belgique a une autre petite caractéristique, c'est qu'elle accueille la plus forte proportion en proportion de Marocains vivant à l'étranger, puisque vous savez qu'ils sont 4 millions à vivre dans une centaine de pays. C'est une petite originalité. Bruxelles est ainsi devenue pas seulement une tour de Babel, mais aussi une extraordinaire école de l'altérité. Rachid, qu'est-ce que ton livre nous dit et qu'est-ce que cette maman nous apprend sur, finalement, l'autre? Tout d'abord, l'altérité, elle commence, nous en tant qu'hommes, par les femmes, c'est-à-dire cette altérité à la fois radicale, autre et en même temps qui fait partie, je dirais, de notre espace. L'altérité, c'est, pour reprendre un titre d'un philosophe que je chéris, qui s'appelle Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre. C'est découvrir, c'est-à-dire de partir, pas du moi qui se pose, le je, cartésien, je pense donc je suis, pas celui-là, mais un je qui accepte d'être instruit par la culture, la littérature, l'autre, et qui finalement découvre un soi qui est plus vaste que le moi, mais qui se découvre soi-même, on se découvre soi-même comme un autre. C'est ça, c'est-à-dire être aussi étranger, je dirais, à soi-même. Et il découvre, avec la narration, il découvre sa mère. Il découvre sa mère autrement. Et l'altérité, c'est ça, c'est-à-dire c'est le regard que l'on a sur l'autre qui vous oblige vous-même à vous modifier. Et à partir du principe, du principe que vous êtes un être inachevé, vous êtes un être manquant, et que vous avez besoin, je dirais, des autres. Et cette altérité-là, il faut pouvoir la reconfigurer, je dirais, autrement. Mais j'ai envie de dire que l'altérité, elle commence d'abord sur la condition féminine, et que la manière dont on traite les femmes dans une société dit la manière dont on traite les autres groupes, les autres minorités, les homosexuels, etc. Et que c'est la clé de voûte, vraiment pour moi, qui est fondamentale. Il suffit de voir le rapport aux femmes dans une société pour déterminer qu'est-ce que c'est que cette société. Alors Rachid, beaucoup de jeunes aujourd'hui se promènent dans une galerie. Et à l'entrée de cette galerie, il est indiqué « Ici se construit mon identité ». Et cette galerie, c'est une galerie de miroirs. On marche dans cette galerie de miroirs et chacun de ces miroirs renvoie une image tantôt positive, tantôt dépréciative de nous-mêmes et peut-être du groupe auquel on appartient ou pas. Et puis progressivement, ces identités sont abîmées par des identités meurtrières, pour parler comme Amin Maalouf. Et c'est pour ça que tu dis que la reconnaissance, c'est important. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu en parlais tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire qu'une politique de reconnaissance concrètement? En tout cas, moi je pense qu'il faut vraiment... C'est-à-dire que pour moi, le maître mot, c'est l'idée de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que cherchent fondamentalement les êtres humains, c'est être reconnus. Être reconnus dans leur dignité, être reconnus dans leurs capacités. Quand vous avez des jeunes qui ont des capacités et que ces capacités sont mésestimées, niées, ça prépare toujours des violences de demain. Et donc la question de la politique de la reconnaissance, c'est qu'est-ce qui fait que chaque individu va compter
dans la société, qui n'aura pas l'impression que sa vie ne vaut rien pour lui-même et pour les autres. Et cette politique de la reconnaissance passe, pour moi, par le récit. Être capable de raconter, c'est-à-dire qu'on a des sociétés qui ont du mal à créer un récit commun. Et que la narration, elle est fondamentale, parce qu'aujourd'hui, seuls les populistes et les fondamentalistes ont un narratif. Nous, on a du mal à trouver des narratifs, on a des archipels de mémoire, de concurrence, de mémoire, de concurrence d'histoire. Alors, faute de créer un récit commun, ce qu'on peut faire, c'est mettre en commun nos récits, mettre en commun nos mémoires, et être capable d'écouter les mémoires des uns et des autres. Parce que si la mémoire n'est pas travaillée, si l'histoire n'est pas dite, ces jeunes vont justement fantasmer leur identité et vont exacerber quelques éléments de leur identité en pensant que cet élément-là définit la totalité de leur identité. À partir du moment où on est dans une identité comme narration, comme récit, comme histoire, je peux toujours raconter ma vie autrement en mettant des éléments. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité, quand on arrive à faire cette narration, c'est ce qui permet de donner cohérence à sa propre existence. Ça permet d'abord de pouvoir s'interpréter soi-même et de pouvoir interpréter, je dirais, le monde. Mais dans l'idée qu'une identité est toujours inachevée, c'est-à-dire elle n'est jamais totalisante. Moi, je dis souvent, par exemple, l'homo islamicus n'existe pas. C'est-à-dire que lorsqu'on définit les êtres uniquement à partir de leur appartenance religieuse, cette réduction du langage dans la définition de l'autre prépare une réduction tout court et la violence physique n'est jamais loin. C'est-à-dire qu'en fait, la violence physique est toujours précédée par une réduction du langage. Et je crois que c'est important de travailler sur cette question du langage. Il faut travailler sur nos mémoires, c'est-à-dire comment développer à la fois la mémoire monumentale, mais aussi la mémoire individuelle, la mémoire affective, la mémoire émotionnelle des familles. Pierre Nora avait travaillé en France sur les lieux de mémoire qui ont constitué la société française. On pourrait penser aujourd'hui à cette nécessité d'avoir des lieux d'identification. Qu'est-ce qui me permet, moi, à travers mon parcours, de pouvoir m'identifier à la société dans laquelle je vis? Et que la question de l'identification, elle est, je crois, fondamentale. C'est une politique de l'humilité. C'est une politique qui doit chercher constamment à faire de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que toutes les personnes, la question, c'est l'estime de soi. Comment on développe l'estime de soi? Mais on ne peut pas développer l'estime de soi sans développer d'abord l'estime aussi de l'autre. Et c'est pour ça que, pour moi, ça va ensemble, le je, le tu, le il. Il y a cette belle citation de Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, quand il définit la visée éthique. Il dit que c'est une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Et que la justice sociale, c'est pas simplement la répartition des biens économiques, c'est aussi faire en sorte que les capacités de chacun soient reconnues. D'encourager et de développer ces capacités. Pourquoi? Parce que la société ou la démocratie ne peut pas vivre sans la vitalité des citoyens. Si les citoyens sont bousillés, ne sont pas reconnus, je veux dire, il y a un découragement. Ce qui peut se passer aujourd'hui dans le politique, il y a un découragement des citoyens à participer à changer le monde. Ce découragement, il peut aller jusqu'au suicide. Il peut aller jusqu'aux drogues, mais il peut aussi se développer sur une autre ligne qui est l'idée du ressentiment. Le ressentiment vis-à-vis d'un groupe et la violence sur, je dirais, ce groupe-là. Donc ce qui fait qu'un état de droit ne peut pas vivre si on ne retrouve pas cette vitalité du citoyen. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un citoyen qui bousille un individu, c'est qu'en fait, c'est une part manquante au fonctionnement même de la démocratie. Et les démocraties seront toujours en crise si on ne fait pas advenir des sujets. Et les sujets, c'est un sujet qui est capable de dire, de faire et de s'imputer cette responsabilité. Donc, retrouver la parole. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'histoire de la Belgique, parce que finalement, c'est aussi l'histoire du ressentiment. Le chagrin des Belges, et puis il y a aussi le ressentiment face à la domination linguistique francophone. C'est aussi une réalité, à défaut d'avoir été reconnu dans sa différence. Rachid, dans l'arsenal pour soigner ces identités abîmées,
Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, le fait d'inclure dans les livres d'histoire l'histoire des parents qui ont apporté leurs bras, qui ont contribué à la démographie, à l'économie, etc. Est-ce qu'il y a aussi l'inclusion dans les cours de littérature, les références aux écrivains issus de la diversité, etc. Est-ce qu'il y a tout cela dans les gestes de la reconnaissance? Ce sont des gestes qui sont très difficiles. Moi, je viens de la société française et lorsque le président de la République ou d'autres essaient de parler du passé colonial, simplement pour dire il faut que nous fassions ce travail de mémoire qui a été fait sur d'autres communautés, d'un seul coup, on voit des gens s'indigner. C'est un travail qui est très difficile. Là aussi, je reviens encore à Paul Ricoeur dans Mémoire, Histoire et Oubli. Le livre commence par cette phrase. Il dit « Je vois qu'il y a un trop-plein de mémoire d'un côté et trop d'oubli de l'autre. » Il dit « Ce que je cherche, c'est une juste mémoire. » Donc, qu'est-ce que c'est qu'une juste mémoire? Et je crois qu'il faut pouvoir travailler là-dessus parce que sinon, vous avez ce que nous avons en France, c'est-à-dire vous avez des compétitions victimaires, c'est-à-dire que vous avez une société qui se fragmente de plus en plus, où les musulmans vont s'occuper de l'islamophobie, les juifs vont s'occuper de l'antisémitisme, les homosexuels vont s'occuper de l'homophobie, et donc on n'a plus de lutte commune, on n'a plus quelque chose qui relèverait d'un espace commun. Tout cela parce que c'est une question de reconnaissance. Et pour avoir travaillé sur les discours fondamentalistes ou celui de Daesh, je peux vous dire qu'ils sont très puissants parce qu'ils travaillent sur cette question de la dignité, de la reconnaissance. Ils réouvrent des champs de possibles, mais qui sont pour nous absolument fous, mais ils les réouvrent. Vous savez, dans Lettre à Nour, Nour, qui est une jeune fille de 20 ans, qui fait des études de philo, qui a reçu de la parole de la part de son père une instruction sur l'émancipation des femmes. Alors, il lui dit la religion n'enferme pas, elle l'ouvre. Il lui a donné toutes les valeurs auxquelles nous croyons sur la démocratie et la liberté. Et une fois qu'elle est à Fallujah en Irak, elle lui écrit, à un moment, elle lui dit « Les pères de notre État sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. » Et donc, dans cette politique de la reconnaissance, il faut être attentif à ce que le discours n'humilie pas. Hannah Arendt, elle disait qu'il fallait armer les plus faibles, car le fort a tendance à devenir barbare. Ce que nous voyons en France, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de négocier avec des syndicats et que vous humiliez les syndicats, ça prépare le ressentiment et les violences de demain. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que les gens sortent la tête baissée, parce que ça prépare, je dirais, ces violences de demain. Ça s'appelle de la bienveillance, ça s'appelle de la gratitude, ça s'appelle de la reconnaissance. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est très important que chacun, je le dis, sente que sa vie, que le fait d'avoir vécu n'est pas vain. Et je dirais c'est important de le dire et de le faire. Par exemple, au niveau de l'école, moi je dis souvent, quand on étudie au niveau de la littérature Albert Camus, c'est bien de mettre Kateb Yassine à côté, de Léopold Senghor à côté, parce que ça fait partie, je dirais, du patrimoine français. À un moment, on peut s'identifier. L'identification ne veut pas dire l'enfermement, mais on peut, je dirais, à travers des variations imaginatives, reconfigurer des possibles. Et dans la société, ce qui est important, c'est comment on crée un imaginaire commun. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise de l'imaginaire, il y a une crise de la culture. Et ça, c'est une question de la promesse, c'est-à-dire que le récit, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le récit, il permet de relire le passé, mais dans le passé, il y a des promesses inabouties, des promesses inachevées. C'est-à-dire que le passé n'est pas simplement des éléments factuels qui sont déjà morts, mais il contient des promesses qu'on peut réactiver. C'est-à-dire c'est des corpus, c'est des traditions qu'on peut, je dirais, réactiver. Et cette nécessité de faire ce travail, je dirais, tous ensemble, me semble important de pouvoir, je dirais, le faire. D'où la nécessité de trouver des espaces
comme celui de la fiction, qui pour moi devient un élément de plus en plus important, comme le théâtre, qui permet de bouleverser les imaginaires, qui permet de reconfigurer des possibles. Là où les sciences humaines, on est finalement très abstrait, très conceptuel, mais en passant par la fiction, en touchant la fibre sensible des êtres, ben, on est renvoyé à sa condition d'humanité. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passe, on est dans des processus de déshumanisation de l'autre. Et ce processus de déshumanisation commence par dire « si je suis mal, c'est à cause d'un tel ». Donc on est constamment à la recherche d'un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est un adversaire au départ, mais ensuite ça devient un ennemi. Et on cherche à éliminer ce bouc émissaire pour apaiser la tension qu'on a à l'intérieur, je dirais, de soi. Et c'est pour ça qu'il faut élargir l'histoire que se raconte une société. C'est important qu'il y ait d'autres voix qui viennent et qui puissent dire, ben voilà, moi voilà comment je m'inscris dans cette société. Et c'est normal, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des sociétés fermées, on est dans des sociétés qui sont ouvertes. C'est important de cultiver une tradition parce qu'il faut être assis sur une tradition. Le grand problème que nous avons avec beaucoup de jeunes, c'est qu'ils sont pas du tout assis sur une tradition, que ce soit une tradition religieuse, une tradition littéraire, philosophique, familiale, il n'y a rien de tout ça. Et donc c'est pour ça que le récit, parfois fondamentaliste ou populiste, il leur parle parce que d'un seul coup, il les inscrit dans une longue histoire. D'un seul coup, il va désigner quel est l'ennemi. Mais vivre avec cette tension-là, c'est d'un point de vue de l'identité, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Puis au bout d'un moment, il faut laisser tomber la question de l'identité. Parce que parfois, elle peut vous enfermer. Et la nécessité de chercher ce qui est commun, l'identification. Et je crois que c'est important, cette question de l'identification d'un point de vue politique, de l'identification d'un point de vue médiatique, de l'identification d'un point de vue, je dirais, du travail. Et que la question de la dignité, je trouve qu'elle est fondamentale. Nous, on a eu les Gilets jaunes, une parole qui n'a pas été suffisamment écoutée, comme si c'est une parole qui valait rien, on a sorti quelques milliards et on pense qu'on en a fini. Or, il y a quelque chose qui se dit dans les sociétés, dans le besoin d'être reconnu, dans ce qu'ils ont à dire et ne pas disqualifier. Et je trouve qu'on est beaucoup dans une société de la disqualification. On polarise, on met en scène des conflits au lieu de prendre le temps d'honorer les conflits. C'est important. Il y a des conflits dans l'existence, il faut savoir les honorer. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle. Vous êtes peut-être comme moi, pour certains d'entre vous, quand votre maman ou votre papa vous avez sur ses genoux, en tout cas c'est le cas pour moi, quand ma maman m'avait sur les genoux, elle me disait « Mais Ahmed, mon chéri, quand tu seras grand, eh bien tu seras pilote d'avion, et pas en Belgique, au Maroc !» Et bien entendu, tu épouseras mademoiselle Untel de préférence. Je crois qu'il y a d'ailleurs dans la salle une merveilleuse écrivaine à propos de ces questions, des mariages pas nécessairement choisis. Rachid, qu'est-ce que c'est pour toi, et tu pourrais le mettre dans la bouche de ton narrateur, mais c'est la question de beaucoup de parents aussi, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? Je pense qu'une vie réussie, c'est lorsqu'on prend le temps de faire ce retour réflexif sur sa propre existence et de voir tous ces gens qui nous ont portés. Donc c'est un merci à la vie et merci à ces gens qui nous ont traversés, qui nous ont accompagnés. Je dis souvent, on est mutuellement endettés. Ça, c'est la première partie de la question de la gratitude, être reconnaissant. La deuxième partie d'une vie réussie, c'est être capable de faire grandir d'autres que soi. C'est-à-dire à un moment, à la fois être capable de se montrer et en même temps être capable de se retirer pour laisser la place à d'autres. Essayer de les aider à grandir à partir de là où ils sont, en respectant leur temporalité et leur cheminement, c'est-à-dire porter d'autres que soi. Et donc c'est à la fois en termes de visibilité, puis aussi à un moment savoir s'effacer, puis toujours cette question
Parfois de ne pas savoir. Et il faut accepter, quand on ne sait pas, dire je ne sais pas. C'est important de dire je ne sais pas. C'est important de dire on cherche ensemble. Comme dit ma mère, elle a une très belle citation. Elle dit à nous les efforts et à Dieu le résultat. Et je trouve que c'est une phrase qui est très très juste parce que parfois on a l'impression qu'on maîtrise tout. Vous voyez, cette idée de maîtrise, du savoir, du pouvoir, du vouloir, elle peut être très dangereuse. Ce qui nous appartient à nous, c'est ce que dit le narrateur, chacun fait ce qu'il peut, mais il doit le faire. Et c'est là où il devient irremplaçable parce que personne ne peut le faire à sa place. Mais on ne peut pas tout faire. Et donc il faut accepter d'échouer, d'apprendre de ses échecs. Et surtout quand on est parent, d'apprendre de ses enfants. Et ça, c'est quelque chose c'est-à-dire que ce sont les enfants qui nous font parents. Et il y a beaucoup d'hommes qui se sont empêchés ou qui ont été empêchés d'être pères. C'est-à-dire que dans le contexte de la migration, le mère s'occupant des enfants, hop, elle passe de femme à mère et elle devient mère. Il y a beaucoup d'hommes, de pères, qui n'ont pas eu cette chance-là, qui se sont terrés dans un silence, qui parfois mettaient à distance aussi, parfois aussi de leur faute, et qui d'un seul coup, lorsqu'ils vieillissent, le gouffre avec les enfants est quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que hier à Molenbeek, j'étais sur, ils ont ce qu'on appelle la maison des femmes, et je leur disais, mais qu'est-ce qu'on fait des pères? Comment on aide les pères aujourd'hui aussi à bien vieillir? Comment on aide ceux qui voudraient retrouver un dialogue avec leurs enfants? Comment on noue, ce dialogue? Et c'est important de réhabiliter aussi la fonction des pères, la fonction des hommes qui ont été aussi abîmés par l'histoire. Mais ce que j'ai envie de dire, hier je leur disais, ce que je disais aux femmes, je disais, parlez à vos enfants, racontez-leur quand vous étiez jeunes, racontez-leur aussi les conneries que vous avez pu faire. C'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éduquer les enfants d'aujourd'hui comme nous avons été éduqués. Ça, c'est impossible. Et c'est ce que je terminerai par cette phrase de Khalil Gibran dans Le Prophète. Quelqu'un vient le voir et lui dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Vous pouvez essayer d'être comme eux, mais n'essayez point de les faire à votre image, car ils habitent la maison de l'au-delà que vous nous... » Voilà. Et je vous invite vraiment, parce que ça dit quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment, la vie vous confie des êtres, et il faut essayer de les faire grandir et accepter qu'ils puissent aussi s'émanciper. Mais toujours en développant la question du lien, de l'attachement, parce que vraiment, moi, en tout cas, moi, je ne peux pas penser une émancipation qui ne prenne pas en charge les personnes ou les institutions qui les ont fait grandir. Et ça pose la question notamment pour les Belges d'origine maghrébine, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs parents, ces parents qui sont en train de vieillir, comment on prend en charge collectivement cette question-là. Voilà, les parents qui font grandir leurs enfants et en même temps qui les élèvent, et les enfants qui élèvent aussi leurs parents. C'est pour ça que tu es si grand, n'est-ce pas, grâce à ton enfant. Des souvenirs de ma mère, j'en ai plein. Des saints, des touchants, des biens propres, qui disent le mal de vivre des classes populaires, des immigrés et de tous les damnés de la terre. Tenez, prenez celui-là par exemple, un parmi tant d'autres. Ma mère a dû aller retirer un jour un colis à la poste. L'envoyer, encore, elle se serait méfiée. Elle aurait fait remplir le formulaire d'expédition par l'un de mes frères. Elle n'en recevait jamais des colis, ma mère. Je l'ai accompagnée à un âge où moi-même je ne savais pas encore lire. Arrivée au guichet, elle a attendu son avis de réception du colis.
Mes frères lui avaient expliqué que c'était comme ça que ça se passait. Tu tends ton avis, ta carte de séjour et ton passeport marocain. De l'autre côté de la vitre, on te demande rien et on te donne ton colis. En théorie. Car ce jour-là, la préposée lui a demandé de remplir un document dont j'ignore la nature. Honteuse à l'idée de lui dire qu'elle ne savait ni lire ni écrire, ma mère a tergiversé, a hoché la tête, a saisi le stylo qui lui était tendu, a regardé autour d'elle dans l'espoir fou d'apercevoir une connaissance qui aurait pu l'aider et a fini par se pencher comme pour remplir l'imprimé. Derrière nous, 2-3 personnes attendaient. L'une d'entre elles, une grosse dame rougeaude, visiblement pressée, a cru bon, devant la lenteur de ma mère, de lui lancer « Alors, tu sais pas lire ? Tu sais pas écrire ?» Ma mère a fait comme si elle n'avait rien entendu. Mais j'ai vu une larme quitter son œil, rouler lentement sur sa joue, contourner la commissure de sa lèvre, prendre de l'allure sur son menton et finir lourdement s'écraser sur le formulaire de la poste. Tandis que ses doigts se crispaient sur le stylo, elle a tendu le document vierge à la guichetière, lui a balbutié que ce colis ne l'intéressait pas et qu'elle pouvait se le garder. Elle s'est redressée, s'est retournée, a salué machinalement la clientine amicale de la tête, et nous sommes sortis. Nous n'avons jamais su ce qu'il y avait dans ce colis. Je n'ai jamais osé parler de l'épisode à ma mère. Elle n'a jamais remis les pieds dans une poste de sa vie. Car comme elle le disait souvent, parce qu'elle avait fait sienne cette expression entendue dans la bouche d'une de ses patronnes, on guérit d'un coup de lance, mais on ne guérit pas d'un coup de langue. Ma mère est une citadelle imprenable. Celle où je me suis toujours réfugiée avec confiance, certain qu'elle me défendrait contre vents et marées. Ses bras sont mes remparts. Que faire quand ils seront tombés ? J'y pense et je pleure. J'y pense et le courage me manque. J'y pense et puis le présent me rappelle. Elle est encore là. Je dois rester dans le maintenant. Me nourrir de chaque instant, de chaque sourire, faire de chaque moment une éternité. Je dois être là. L'après me rattrapera bien un jour, mais pas tout de suite. Pas aujourd'hui. Je n'ai jamais raté l'un de mes cours à l'université. Même avec 40 de fièvre, j'ai toujours mis un point d'honneur à être là pour mes étudiants. Une seule fois de toute ma carrière, pourtant, j'ai dû renoncer. Alors que je m'apprêtais à rentrer dans la salle de cours, mon portable a sonné. J'ai pu reconstituer avec le temps tout ce qui s'était passé ce jour-là et je suis en état aujourd'hui d'en faire le récit avec calme. Ce que je n'ai pas pu envisager durant des années tellement j'en étais encore secoué, ulcéré, honteux et dépité tout à la fois. C'était il y a une dizaine d'années, lorsque ma mère marchait encore. J'avais cru malin quelques jours auparavant de la distraire en lui lisant un article consacré à l'introduction envisagée du cannabis dans les maisons de retraite pour soulager les douleurs des résidents. Oubliant un peu vite que la seule chose qui ait jamais fait enfreindre la loi à ma mère ou surmonter un tabou, c'est le service des autres et son sens du sacrifice.
Ma mère venait d'avoir au téléphone l'une de ses amies, admise dans une maison de retraite depuis quelques mois et qui semblait souffrir atrocement d'arthrose. Les deux informations avaient fait tilt dans la tête de ma mère et elle avait aussitôt saisi en cachette une liasse de billets dans ses économies et s'était mise en chasse d'un dealer dans le quartier. Elle ne connaissait rien au trafic et avait dû surprendre plus d'une personne à laquelle elle s'était adressée au hasard dans la rue pour savoir où elle pourrait se fournir en cannabis de qualité, tout en exhibant ses billets pour bien faire comprendre que sa demande était sérieuse. Elle avait fini par tomber sur un petit branleur bien informé qui l'avait conduite en la soutenant par le bras jusqu'à un revendeur patenté. Je ne sais pas exactement la quantité qu'elle lui en avait acheté, mais elle a sans hésiter emmené toute la dose à sa copine Josiane dans la foulée. En arrivant à la maison de retraite, elle l'avait rejointe dans la salle de détente de l'institution. Elle s'était mise à papoter et ma mère, n'y voyant pas diablerie, avait posé bien en évidence son sac en plastique transparent plein de cannabis et le papier à rouler que lui avait également fourni le dealer. Les explications sommaires de ce dernier devant faire le reste. À cet instant, l'une des résidentes en déambulateur s'est précipitée sur le sac, s'en est vivement emparée et s'est sauvée avec, à vitesse de déambulateur. Josiane s'est levée aussitôt et, son arthrose aidant, courant comme le ferait un robot déglingué, elle s'est mise en chasse de la canaille. La course, effrénée, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'est conclue une vingtaine de mètres plus loin. Josiane a projeté la fripouille de 80 ans contre le mur, l'a étranglée d'une main pendant que l'autre se saisissait du sac, lui a craché au visage tout en lui donnant du salope. Sale petite voleuse, rends-moi ça ou je te crève. Le personnel, habitué aux exactions de la kleptomane locale, et les deux bagarreuses ne risquant pas de quitter les lieux en toute hâte, ne s'en est pas alarmé outre mesure et a pris le temps de finir son café pour intervenir. Ne soupçonnant en rien le contenu du sac, l'aide-soignante l'a remis à Josiane. Ma mère et elle sont montées dans sa chambre. Et je ne sais pas combien de temps elles ont mis pour se rouler un pétard, mais elles ont fini par y arriver, en y mettant toute la dose. C'est en voyant l'état dans lequel s'enfonçait Josiane que ma mère a voulu s'assurer qu'elle n'était tout de même pas l'auteur, bien involontaire, de la situation. Elle a ainsi naïvement, à son tour, tiré sur le joint, ne pensant pas un seul instant que la même cause allait produire les mêmes effets. La suite m'a été racontée par le personnel de l'établissement. Ma mère, par chance, n'en gardant aucun souvenir. Josiane et elle ont entrepris de grimper par l'escalier jusqu'au toit, heureusement plat, de la maison de retraite. Leurs douleurs respectives qui auraient pu leur interdire la manœuvre avaient été malencontreusement anesthésiées par le cannabis. Des ouvriers qui faisaient des travaux sur le toit étaient partis déjeuner et avaient mal refermé la porte. Josiane et ma mère se sont ainsi rendues seules sur cette sorte de terrasse dominant 3 étages, en prenant le soin, contrairement aux ouvriers, de bien refermer la porte derrière elles. Les effets du cannabis s'amplifiant et toutes deux continuant à tirer sur l'énorme pétard qu'elles avaient réalisé avec tout le contenu du sac de ma mère, les douleurs se sont fait totalement oublier et les inhibitions ont rapidement rendu leur tablier. Tout devenait possible et elles ne se sont pas privées d'exploiter ce tout à fond. Elles se sont tout d'abord contentées de virer sur elles-mêmes comme des danseuses de foire en fredonnant des airs de fête de la bière. Puis, ma mère, dont je ne soupçonnais pas un tel répertoire, s'est mise à chanter à tue-tête des chansons paillardes que sa copine Josiane reprenait à la tierce pour leur donner un semblant d'esthétique. C'est ainsi, m'a-t-on raconté, que ma mère, en mimant les paroles, entonna « Un jour, la sœur Charlotte s'asticotait la motte avec une carotte grosse comme le bras. Mais quelque effort qu'elle fasse, en vain elle se masse, grosse comme le bras. Elle s'astique la culasse, mais le foutre ne vient pas.
Un registre de refrains qui convoquait principalement des figures ecclésiastiques, moines, religieuses et autres curés de camarets. Alors je ne saurais jamais qui a pu enseigner à ma mère de telles épouvantes. Pendant ce temps, les passants, le personnel et les pensionnaires s'agglutinaient devant l'immeuble pour mieux apprécier le spectacle, tandis que 2 employés de l'établissement tendaient de forcer la porte pour accéder à la terrasse. D'abord tétanisé par le risque de chute des 2 dames, le public a été saisi de panique lorsqu'elles ont baissé leurs culottes et se sont accroupies au bord du toit pour arroser largement l'assistance d'une urine parfumée en criant « Ravachol, président !» Alors ne me demandez pas, je me demande moi-même encore comment Ravachol a pu faire irruption dans la vie de ma mère. C'est en tout cas à ce moment-là où le directeur a cru bon de se joindre à la foule. Copieusement arrosé et moqué par l'assistance, il est rentré précipitamment en s'égosillant qu'on lui paierait ça. À mon arrivée, des pompiers avaient fini par accéder au toit par une échelle et s'approchaient des 2 dames agitées. Josiane venait de remonter sa jupe en lançant à l'un des soldats du feu « Tiens, mon coquin, j'ai toujours aimé les uniformes !» Pendant que ma mère faisait tournoyer en grand cercle l'un de ses propres bas noirs en beuglant sur l'air des lampions « Attrape le dindon! Attrape le dindon !» En m'entendant crier « Maman !» et comprenant ainsi que j'étais le fils d'une des 2 dames du toit, un pensionnaire m'a glissé un billet dans la poche en me soufflant à l'oreille. Je sais pas ce que c'est, mais j'en veux moi aussi. Un médecin de l'établissement m'a tiré sur la manche. On envisage effectivement d'en prescrire à titre thérapeutique en maison de retraite, mais il y a des doses à respecter. Là, votre mère et sa copine... Je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, de vivre un jour comme fils une telle situation. Je vous passe les hurlements du directeur de l'établissement réclamant une peine exemplaire pour cette tribulation qui allait ruiner la réputation de son établissement, les remontrances appuyées bien qu'amusées des policiers, les affres de l'enquête sociale qui a suivi, ou encore l'hilarité du juge au moment du récit des événements dans sa salle d'audience. On a même enquêté à l'université pour savoir si je vendais du shit à mes étudiants et collègues. Je n'ai pas trouvé les mots pour abrouer ma mère. Je ne lui ai jamais fait non plus le détail des turpitudes auxquelles elle s'était laissée aller. Pas plus que j'en ai fait l'exposé à mes frères. Maison